ne sait pas qui fait partie de l'Union sacrée, qui ne fait pas partie de l'Union sacrée. Et parmi eux-mêmes, soi-disant, qui ont des groupes parlementaires, ils viennent avec des menaces. Dans une démocratie, ça ne marche pas comme ça. Si vous faites ça, vous avez franchi la ligne rouge. On franchit la ligne rouge, vous fouillez, vous ne dites rien, vous commencez à vous balader à travers le monde. Les fonctions aux Congolais nés de pères et de mères. Et c'est pour le bien, non pas simplement pour ceux qui sont des pères et des mères, mais pour tous les Congolais, parce qu'un pays stable, où il y a des règles de jeu très claires, ne peut que garantir la souveraineté comme étant un bien commun qui va bénéficier donc à tout le monde. On dit que la loi a été rejetée, elle a été rejetée par qui? Elle n'a jamais été rejetée, elle a été étudiée par le bureau d'études et on la garde maintenant pour la programmer. Vous vous rappelez que le président Bosso, au début de la session parlementaire, avait parlé en disant que l'agenda des matières à débattre au niveau de la plénière, cet agenda reste ouvert. Il a dit cela pour faire comprendre aux gens que cette loi va être mise sur la table à un moment donné. Donc elle n'a pas été rejetée, elle va être étudiée et je peux prédire qu'elle sera adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Et cette loi, cette proposition de loi deviendra loi promulguée par le président de la République avant les élections de 2023. La loi Tchaï de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté nationale se porte très bien. Elle est dans le processus. Le processus, c'est-à-dire, elle se trouve dans les mains de l'Assemblée nationale qui doit trouver le moment approprié pour pouvoir la programmer pour débat entre députés nationaux. Donc, à ce stade ici, j'ai été désarmé dans la mesure où nous avons fait notre travail, Singhi Pouloulou et moi, nous avons remis cette loi à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale l'a réceptionnée en bonne et due forme. Il n'y a pas eu rejet de la loi ou de la proposition de loi comme certains ont voulu faire croire à l'opinion publique. Il y a encore pendant ce week-end, lui et Bokeh tuer les autres. Je voudrais lancer une idée de pouvoir réconcilier les combattants avec le pays, avec les institutions de la République, pour que nous soyons un même peuple regardant dans la même direction. Je voudrais aussi réconcilier les combattants avec les musiciens. Info 243, la référence de l'actualité. Voilà, bonjour à vous tous très chers internautes des Info 243. Bienvenue dans votre émission d'aujourd'hui. Merci pour la confiance que vous nous faites. Je dis bonjour à Raphaël Alukonka, mon DG. Aujourd'hui, je reçois pour vous, très chers internautes, le président Noël Tchani Bwandi Anvita. Il est président du parti La Force du Changement. Avec lui, on aura parlé quelques sujets d'actualité, puis son plan Marshall Noël Tchani. Et puis, il y a une chanson qui circule vraiment, et aussi dans les réseaux sociaux, dans les télévisions, de Bob Elvis. Donc, vous pouvez s'asseoir vous ne serez pas déçus comme d'habitude. Sans plus tarder, je dis bonjour, Président. Bonjour. Comment la santé? Santé Zamalam. Kakayo. Président, il y a un malam Nangolo Nzambe. Président, bonne santé à force du changement. Comment la force du changement se porte très très bien. Ok. Et il y a beaucoup d'intérêt dans notre parti politique, dans notre groupement politique, non pas simplement à Kinshasa, mais à travers tout le pays. Nous sommes inondés des appels des gens qui veulent adhérer et nous sommes vraiment en bonne santé. Et je pense que après qu'on ait fait la mise en place qui va intervenir bientôt, on sera très compétitif. Et on doit compter parmi les premiers partis politiques du pays aujourd'hui. Donc ce n'est pas comme avant les élections de 2018. Maintenant, au moment où nous parlons, nous pensons que nous sommes parmi les 3 grands premiers partis politiques dans le pays, avec tout plein de membres, des membres qui sont attirés par une vision de développement que nous avons, mais qui n'existe pas ailleurs. Les principes, les valeurs que nous avons sont les valeurs de la bonne gouvernance, de la lutte contre les antivaleurs comme la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles. Les valeurs que nous avons tournent autour de la bonne gestion des ressources publiques au profit de tout le peuple congolais, pour qu'on puisse générer la croissance économique qui serait partagée par tout le peuple, mais qui ne va pas bénéficier simplement à quelques éléments au pouvoir. Et je crois que cette vision-là, c'est une vision unique dans notre pays.
une caractéristique essentielle de notre parti politique, c'est le fait que nous qui sommes dans le leadership, nous n'avons jamais été associés à la mauvaise gouvernance du pays. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais occupé un poste dans ce pays pour qu'on puisse nous mêler avec les mauvais résultats tels que dénoncés aujourd'hui par le groupe MPR dans sa chanson Nini Tosalité. Donc moi je suis d'accord avec cette chanson-là. C'est une chanson qui fait le bilan de la gestion du Congo pendant tous les régimes successifs de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons toujours dénoncé dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, dont je suis l'auteur et qui constitue en quelque sorte la vision de développement que suit donc notre parti politique. On va y arriver pour ce sujet du plan Marshall. Président, avez-vous eu le temps d'auditionner la chanson Lettre à Yachichi de Bob Elvis? Oui, j'ai suivi cette chanson avec beaucoup d'intérêt. Okay. Et je l'ai écouté plusieurs fois pour comprendre ce qu'il veut dire. Et je voudrais saluer l'ingénuité de la musique congolaise. Vous savez, nous avons été habitués avec des chansons du genre oh, Nalingi, oh, je vous aime, je t'aime, ceci, cela, des bisous. Oui. Mais des chansons qui remettent en cause la gouvernance du pays, on n'est pas habitué à ça. Et moi, je trouve que cette chanson constitue un chef-d'œuvre dans la mesure où le monsieur fait le bilan de la situation du pays aujourd'hui. Okay. Et il a utilisé un style assez original où il a écrit une lettre adressée au président Tshisekedi qui est déjà décédé pour lui faire le rapport de ce qui se passe donc sur terre après son décès. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Il a ramassé différentes personnalités en disant en une phrase ou deux en quoi cette personnalité donc ou ce groupe de personnalités en quoi ils sont, enfin qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le décès donc du président Tshisekedi. Moi j'ai trouvé ça original et très intéressant. Okay. Bon, je ne suis pas d'accord avec l'évaluation qu'il a faite donc de moi, mais je pense que ça fait partie de l'humour artistique où il dit d'un côté... Vous n'êtes pas senti attaqué? Non, pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire, j'ai trouvé que le fait qu'ils reconnaissent que nous connaissons quelque chose et qu'ils nous appellent donc des savants, je pense que c'est très positif. Maintenant, le savant, on peut le découvrir comment? À travers des interviews comme celle-ci, à travers des publications telles que les livres que j'ai publiés, à travers le plan Marshall que j'ai publié. Ces documents-là sont accessibles à tout le monde, y inclut à lui Bob Elvis. Donc il a eu l'occasion de lire, d'apprécier, d'écouter. Et par conséquent, je crois que son évaluation sur cette portion, elle est tout à fait méritée. Maintenant, il sort de ce cadre-là pour entrer dans des considérations personnelles subjectives. Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a jamais rencontré. Il n'a pas rencontré mon environnement. Il ne m'a pas évalué en connaissance de cause. Et c'est pour ça que je lui lance un appel. Allez-y. Après l'avoir écouté, je pense qu'il y a des choses de moi qu'il connaît et des choses qu'il ne connaît pas du tout. Je l'invite à une rencontre. Lui, Bob Elvis, et moi, Noël Tchani. Que nous puissions avoir un entretien, 2 ou 3, qu'on se connaisse davantage, qu'on passe même quelques jours ensemble. Et à la fin de cela, il aura une meilleure connaissance de la personne que je suis. Et j'espère qu'il pourra retourner chez ses fanatiques, chez ses auditeurs, pour leur dire qu'il s'était trompé dans son évaluation. D'accord, merci Président. Le message, je crois qu'il est bien saisi. Depuis là où il est, depuis qu'il nous suive, donc je crois que le message vraiment est passé. Et voilà. Où en sommes-nous aujourd'hui sur la loi Tchani de déverrouillage aux fonctions de souveraineté nationale? La loi Tchani de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté nationale se porte très bien. Elle est dans le processus. Le processus, c'est-à-dire, elle se trouve dans les mains de l'Assemblée nationale qui doit trouver le moment approprié pour pouvoir la programmer pour débat entre députés nationaux. Donc, à ce stade ici, j'ai été désarmé dans la mesure où nous avons fait notre travail. Singhi Pouloulou et moi, nous avons remis cette loi à l'Assemblée nationale
l'Assemblée nationale l'a réceptionné en bonne et due forme. Il n'y a pas eu rejet de la loi ou de la proposition de loi comme certains ont voulu faire croire à l'opinion publique. La loi se trouve dans le bureau de l'Assemblée nationale. Okay. Elle a été étudiée et n'a pas été déclarée irrécevable. Bien au contraire, elle va être programmée, d'après les informations que j'ai eues du bureau de l'Assemblée nationale, elle va être programmée pour débat à un moment donné. Vous savez que cette session parlementaire était essentiellement budgétaire. Ils doivent s'occuper du rapport sur la reddition des comptes. Ils doivent s'occuper du budget rectificatif de l'année 2021 et ils doivent s'occuper du nouveau budget pour l'année 2022 qu'ils doivent adopter. Donc ça, ce sont des priorités. Et il y avait aussi une question prioritaire, la mise en place du bureau de la CENI. Et ils ont maintenant terminé cette question de mise en place du bureau de la CENI. Une fois qu'ils terminent les questions budgétaires, je pense qu'ils auront le temps maintenant de programmer d'autres lois. D'autres propositions de loi, dont celle-ci. De père et de mère, vous êtes sûr vraiment que cette loi va passer? Parce que l'autre fois, elle a été rejetée par ce même député. Elle n'a jamais été rejetée, c'est ce que je viens de vous dire. Il ne faut pas tomber dans la manipulation de l'information de la fausse information qui est circulée par nos détracteurs, qui ont dit que la loi a été rejetée. Elle a été rejetée par qui? Elle n'a jamais été rejetée. Elle a été étudiée par le bureau d'études et on la garde maintenant pour la programmer. Vous vous rappelez que le président Bosso, au début de la session parlementaire, avait parlé en disant que l'agenda des matières à débattre au niveau de la plénière, cet agenda reste ouvert. Il a dit cela pour faire comprendre aux gens que cette loi va être mise sur la table à un moment donné. Donc elle n'a pas été rejetée, elle va être étudiée. Et je peux prédire qu'elle sera adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Et cette loi, cette proposition de loi deviendra loi promulguée par le président de la République avant les élections de 2023. D'accord, Président, merci. En rapport avec le processus électoral en cours avec la désignation du nouveau bureau de la CENI, quelle est votre impression? Bon, l'impression est que malgré les désaccords entre les confessions religieuses, les choses ont avancé. Et nous devons tourner la page. La règle sur la CENI, la loi sur la CENI et le règlement d'ordre intérieur de confession religieuse prévoyaient que le président de la CENI soit désigné par consensus par les 8 confessions religieuses. Consensus veut dire on se met d'accord autour d'un individu. Consensus ne veut pas dire unanimité. Donc si c'était... si on avait l'exigence d'unanimité, personne ne pouvait sortir de là parce qu'elle ne se mettait pas d'accord sur ces confessions religieuses. Mais parce que la procédure prévoyait qu'en cas de manque de consensus, en cas de manque d'unanimité, on procède au vote. La deuxième option a été utilisée. Et M. Kadima a été approuvé, a été voté par 6 confessions religieuses sur 8. Donc la procédure a été régulière, a été suivie et il y a eu discussion au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale. Ça a été adopté à la majorité et ils ont envoyé au président de la République qui a signé donc l'ordonnance de cette décision de l'Assemblée nationale. Et Kadima a été installé, entendu par la Cour constitutionnelle avec son bureau et ils sont en fonction maintenant. Donc je reconnais qu'il y a 12... des contestations de la part de Katumbi et les autres vous savez, c'est ça, contre vraiment à 1000%. C'est ça, sur l'enterrement de Nicolas. C'est ça que je dis toujours dans une démocratie. Il faut apprendre à être sportif. Quand vous perdez, vous vous inclinez devant le peuple et vous dites vous acceptez la défaite. Cette fois-ci, Kadima a été entériné. On ne va pas perdre le temps. Je salue la position de Jean-Pierre Bemba du MLC qui a dit qu'on doit tourner la page. On doit se concentrer. Ce n'est pas un individu qui organise des élections. On doit maintenant mettre en place ces mécanismes pour qu'on puisse vérifier les résultats, observer les résultats des élections et surtout mettre en place ces mécanismes pour que les résultats soient publiés aussitôt, affichés dans les bureaux de vote. Si on fait ces choses-là avec la combinaison des autorités locales, des ONG locales, mais également de la société civile, locale et étrangère, internationale, je pense qu'on peut espérer avoir des résultats qui soient sincères, qui soient
qui soit honnête. Alors, mais si on doit tout bloquer parce que le candidat qu'on soutenait n'a pas été accepté, moi je pense que ce n'est pas comme ça que la démocratie fonctionne. Donc, à mon avis, la page de la désignation des membres de la CENI a été tournée. Le bureau de la CENI est en place. Les autres composantes politiques doivent désigner les 3 membres manquants pour qu'on puisse passer de 12 à 15. Mais même s'ils ne désignent pas ces membres manquants, la CENI peut bien fonctionner avec 12 membres. Alors, c'est à nous de savoir ce que nous voulons faire pour que le pays puisse avancer, aller de l'avant. Vous savez, le problème de la CENI, c'est un catch-22, comme on dit en anglais. Pourquoi? Parce que si on n'accepte pas le bureau de Kadima aujourd'hui et qu'on recommence le processus à zéro, ça va nous prendre 6 mois à 12 mois pour arriver à terminer la désignation des membres de la CENI. Alors, dans ces conditions-là, on ne peut plus espérer avoir des élections en 2023. Il y aura glissement. Est-ce que nous voulons le glissement ou bien nous voulons travailler avec le bureau que nous avons, mettre en place les garde-fous pour s'assurer que les élections aient lieu dans les délais constitutionnels et que les résultats des urnes soient ceux que nous attendons et qui vont refléter donc l'opinion populaire? Moi, je pense que j'ai choisi l'option de pouvoir travailler avec le bureau existant, de prendre toutes les dispositions autour de cela pour renforcer l'observation nationale et internationale des élections, pour faire en sorte que les résultats soient affichés aussitôt dans tous les bureaux de vote. Et de cette façon-là, tout le monde sera témoin de qui a été élu et qui n'a pas été élu. Donc, tournons la page, allons de l'avant. D'accord, Président. Vous avez été candidat, je dirais malheureux, parce que vous n'avez pas fait remporter la victoire aux dernières élections de 2018. Quel est votre agenda politique actuel? Non, et en 2023, comptez-vous encore mettre la main dans la pâte? C'est trop tôt pour parler de ça. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de choses sur lesquelles je travaille. J'ai actualisé le plan Marshall qui constitue notre vision de développement pour le rendre prêt à être déployé à tout moment afin de régler les problèmes du peuple congolais. Et ça me prend beaucoup de temps. Nous avons passé du temps à installer la force du changement à travers le pays. Nous avons passé du temps à nous faire connaître. Aujourd'hui, nous sommes connus sur l'ensemble du territoire national. Noël Tchani d'aujourd'hui n'est plus Noël Tchani d'avant 2018. Quand je suis arrivé d'ici, des États-Unis, tout le monde, personne ne me connaissait. Et tout le monde disait, oh, après les élections, s'il ne gagne pas, il va rentrer aux États-Unis comme Oscar Kachala. Vous savez quoi? Aujourd'hui, personne ne parle d'Oscar Kachala encore. Ils ont vu qu'après les élections, je suis resté au Congo. Parce que c'est ça mon pays, c'est le pays que je voudrais servir. Donc, je ne suis pas retourné aux États-Unis, je suis resté dans le pays. Deuxième élément, on disait, oh non, mais lui, il vivait aux États-Unis, il mangeait les beefsteaks. Et pendant que nous, on souffrait ici, vous savez quoi? Ils ont découvert que pendant tout le temps que je suis ici, je mange le kwanga, le fumbwa, les matembele, les bitekuteku, les pondou. Je mange toute la nourriture, les ndakala, les bitoi. Je mange tout ce que les Congolais ordinaires donc mangent. Je vis avec eux, je souffre avec eux, je suis l'un d'eux. Donc, je crois qu'aujourd'hui, je suis en meilleure position pour me vendre au niveau de l'opinion publique congolaise pour qu'on puisse m'évaluer à ma juste valeur. Et ma juste valeur tourne autour de la vision de développement que j'ai amenée, qui est le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Où en sommes-nous présents avec ces plans Marshall de Noël Tchani? Le plan a été actualisé. Et ça va être une belle surprise pour tout le monde. Je ne suis pas à liberté de donner tous les détails pour l'instant, mais sachez simplement que le plan d'avant les élections de 2018 a été totalement refait pour refléter la situation causée par la Covid-19 et les nouveaux défis de développement auxquels nous sommes confrontés. Je ne souhaite pas dévoiler cela. Il y aura un moment où on va faire la présentation du plan Marshall actualisé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est plus la même chose. C'est aujourd'hui une vision qui reflète les réalités du terrain que nous avons conçu, actualisé à partir du Congo démocratique. Ce n'est plus un plan conçu à partir de Washington, c'est un plan conçu à partir donc du Congo démocratique, actualisé avec les données du terrain. Et le peuple congolais aura l'occasion donc de le découvrir au moment opportun. Merci, Président. Il y a Covid depuis, je dirais, dans notre pays, décembre 2019, 2020 surtout, vraiment le pays a souffert. Nous parlons d'abord de notre pays à nous.
il y a eu des chocs économiques provoqués par les corona ou le Covid-19. Alors, comment, en fait, et puis ces chocs est visible. C'est visible, on peut même le plurialiser. Ces chocs sont visibles. Et comment penser à un plan d'investissement de l'économie congolaise sous Covid? Où trouver l'argent à ces stades actuels, Président? Cela rejoint la question sur le plan Marshall. La réponse que j'ai, c'est que un pays ne doit pas vivre au jour le jour, avoir des plans pour répondre à des petites questions qui se pointent à l'horizon ou qui se présentent. Et une fois que ces questions-là ont disparu, on change le plan pour répondre aux nouveaux besoins. On a besoin donc d'une vision de développement. Okay. C'est pour ça que moi j'ai proposé la vision de développement qui est le plan Marshall de Noël-Tchad pour la reconstruction et le développement de la RDC. Okay. Pour tenir compte de la situation du Congo aujourd'hui et tenir compte de là où nous voulons amener le Congo et nous demander qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de cette situation, arriver à cette situation-là. Et la vision de développement que j'ai proposée, le plan Marshall, ça va prendre 15 ans pour changer fondamentalement le destin des gens. Okay. Vous avez entendu la chanson MPR. MPR, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, malgré les gouvernements successifs, la situation de la population congolaise n'a pas changé. Mais apparemment, est-ce qu'ils ont tort? S'attaque beaucoup plus au régime actuel. Bon, moi je ne connais pas cette dimension-là, mais je vous dis simplement ce que j'ai fait comme diagnostic dans le plan Marshall. Okay. Dans le plan Marshall, j'ai fait l'état des lieux. Et l'état des lieux que j'ai fait me montre quoi? Que nous avons un manque criant d'infrastructures de base. Nous n'avons pas de routes, d'aéroports, de chemins de fer modernes pour relier tout le pays. Les différentes provinces de la République vivent comme si c'était des États indépendants, pas connectés les différents les unes aux autres, ces provinces-là. Deuxième élément, nous manquons des structures de base pour le développement du capital humain. Okay. Notamment, nous n'avons pas d'école de qualité, nous n'avons pas à l'école primaire, secondaire et universitaire. Il y a des enfants aujourd'hui qui étudient par terre, qui n'ont pas d'ardoise, qui n'ont pas de cahiers pour prendre des notes. La situation est catastrophique dans le domaine de l'éducation. Et cela ne concerne pas simplement les écoles donc dans des villages. Même dans les centres urbains, vous venez à Kinshasa, vous trouvez des écoles de ce genre-là. Et quand vous allez dans ce qu'on appelle des meilleures écoles de la République, vous trouvez que les enfants ne sont pas encadrés au même titre que ceux qui sont en Occident, aux États-Unis ou en Europe ou en Asie et consorts. Donc, nous avons tout à faire dans ce domaine-là. Dans le domaine de l'emploi, il y a eu en 1960 9500 entreprises industrielles au Congo. Aujourd'hui, il y en a moins de 500. Ça veut dire disparition totale du tissu industriel de la République démocratique du Congo. Conséquence, le chômage est galopant. Aujourd'hui, 85% de la population congolaise se trouve au chômage. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pratiquement tout le pays est au chômage. Il n'y a personne qui travaille ici. Et ceux qui vont dans les bureaux, dans l'administration publique, ils vont là-bas pour causer entre eux-mêmes, pour faire leur petit commerce à partir des bureaux officiels de l'État. Donc, le pays ne fonctionne pas. Conséquence, la pauvreté elle est maximale. 90% de notre population vit sur moins de $1 par jour. Alors, c'est ça le diagnostic que moi j'avais fait dans le cadre du plan Marshall en 2018. Je refais ce diagnostic-là aujourd'hui et c'est le même diagnostic qui est repris par le groupe MPR. Il ne faut pas s'en prendre au messager. Il faut tenir compte donc du message qu'on a donné. Le message qu'on a donné, c'est quoi? C'est que notre pays, malgré les changements successifs des gouvernements, n'a pas aujourd'hui une situation économique et sociale qui est satisfaisante pour la population. C'est une réalité qu'il faut reconnaître. Maintenant, au lieu de s'en prendre à ces musiciens-là, moi je pense qu'il faut se demander qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de ce marasme économique et social. La réponse dans cela, c'est le plan Marshall de Noël-Tchad pour la reconstruction et le développement de la RDC que j'ai proposé, que je repropose encore et que j'actualise pour arriver à répondre à ces défis-là. D'accord, Président Noël Tchani Wadianvita, pourquoi n'avez-vous pas rejoint l'Union sacrée? L'Union sacrée, elle est où? L'Union sacrée, le président a créé ce moment pour tout Congolais venir, c'est comme faire un dialogue inclusif, hein, parce que le Congo va émerger, c'est pas dans des divisions mais dans l'unanimité. Il y a plusieurs qui ont adhéré à cette union. N'oubliez pas que quand le président de la République a lancé l'idée, on était parmi les gens qui avaient été consultés. Okay.
tous les anciens candidats à la présidence de la République avaient été consultés par le chef de l'État. Il nous a entendus, on lui a remis des mémos avec nos propositions de ce qu'il faut faire. S'ils ont constitué l'Union sacrée et qu'ils ont considéré que l'Union sacrée doit être réservée à ceux qui ont de présence au niveau du Parlement, c'est leur responsabilité. Mais nous avons montré la bonne foi et je continue à croire qu'il faut rassembler tous les Congolais pour développer la RDC. Quand ils ont fait le gouvernement, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont répartis des fonctions entre eux-mêmes, les gens qui ont des groupes parlementaires, ils ont exclu le reste. Donc d'une part, on parle de l'Union sacrée qui englobe tout le monde et de l'autre part, on pratique l'exclusion en disant seulement ceux qui ont des groupes parlementaires. Moi, pas leur dire ce qu'ils doivent faire. Et je considère simplement que pour l'instant, l'Union sacrée n'existe que sur papier, n'existe que dans la théorie. Mais dans la pratique, je ne sais pas qui fait partie de l'Union sacrée, qui ne fait pas partie de l'Union sacrée. Et parmi eux-mêmes, soi-disant, qui ont des groupes parlementaires, ils viennent avec des menaces. Dans une démocratie, ça ne marche pas comme ça. Si vous faites ça, vous avez franchi la ligne rouge. On franchit la ligne rouge, vous fouillez, vous ne dites rien, vous commencez à vous balader à travers le monde. Moi, je trouve tout ça que ce n'est pas respectable, ce n'est pas sérieux. Donc, nous voulons rassembler tous les Congolais, et pour rassembler tous les Congolais, il faut être sincère, il faut ouvrir les bras, non pas simplement à ceux qui sont au Parlement, mais à ceux qui ne sont pas au Parlement, qui peuvent être, comme dirait Bob Elvis, des savants. Merci beaucoup, Président. Lentement et sûrement, nous avançons déjà vers la chute de notre émission d'aujourd'hui. Comment voyez-vous l'avenir du Congo? Vous étant aussi un Congolais de père et de mère, comment voyez vraiment l'avenir de ces Congos? Vu la situation actuelle, les peuples se plaignent à tout moment, ça ne va pas, surtout la situation sociale, ça ne va pas. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher au président de la République? Moi, je considère que l'avenir du Congo est merveilleux. L'avenir du pays est merveilleux. Mais si nous travaillons ensemble et nous mettons de côté les antivaleurs qui ont fait que nous soyons cloués au sol jusqu'à présent, nous devons sortir des choses telles que le tribalisme, le régionalisme, les conflits d'intérêts, le favoritisme. Toutes ces antivaleurs-là ne vont pas permettre au pays d'utiliser les ressources humaines nombreuses que nous avons à bon escient. Donc, en faisant le tribalisme, on laisse de côté les gens qui sont qualifiés et on prend les gens qui sont moins qualifiés parce que ces gens-là viendraient de mon côté, de ma tribu, de ma province, de mon ethnie, des trucs de ce genre. Nous devons lutter contre ces antivaleurs-là. Nous devons promouvoir la méritocratie, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Exactement. Et pour le faire, nous avons besoin donc de tenir compte de ce que chacun de nous peut apporter au Congo, quelle que soit l'origine, ses origines. Vous pouvez être de l'Équateur, mais si on a besoin de quelqu'un de qualifié ou vous avez des qualifications, on vous met là-bas. Vous pouvez être du Kasaï, si vous avez des qualifications, on cherche ces qualifications-là, on vous met là-bas. Donc, celui de Kisangani, du Bas-Congo, et ainsi de suite. Donc, tous les Congolais doivent être traités de la même façon, qu'on puisse promouvoir la méritocratie. Si on fait ces choses-là, moi, je pense qu'on va transformer donc la République. Donc, moi, je crois sincèrement dans un pays où tous les Congolais sont les mêmes, traités de la même façon et où nous avons une vision de développement et on met au travail tout le monde. Et si on met au travail donc tout le monde, nous allons développer ce Congo au profit de tout le monde. Et ce sera différent de la situation que nous avons aujourd'hui, qui est une situation de misère, une situation catastrophique, où les gens déambulent pendant toute la journée alors qu'il y a du travail qui doit être fait quelque part. Nous devons arriver à connecter le marché de l'offre et de la demande de l'emploi en révisant notre système éducatif pour qu'on puisse former des gens qui ont des qualifications qui peuvent être utilisés dans différents projets de développement. Ok, Président, merci. Vous êtes parent, il est bien, et puis vous êtes sur place ici. Ce qui se passe en fait, sur le plan enseignement de notre pays, la gratuité de l'enseignement, apparemment ça ne va plus. Il y a des professeurs qui refusent de dispenser les cours aux élèves. Il y a des élèves qui n'assistent pas. Il y a vraiment, je dirais, un tourbillon. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi au juste? La gratuité de l'enseignement, c'est une idée excellente. Dans le cadre du plan Marshall que moi je proposais, j'avais proposé l'accès de tous à l'éducation de qualité. Quand je disais l'accès de tous à l'éducation de qualité, je voyais l'école primaire, secondaire et universitaire. Primaire et secondaire, on devait organiser des écoles publiques de façon telle que les parents n'aient pas à payer. S'ils ont à payer, que ce soit une charge raisonnable. Et moi, je suis le produit de la gratuité de l'enseignement.
Pourquoi? Parce que quand j'ai étudié primaire et secondaire, c'était gratuit. J'ai été dans une école conventionnée catholique et s'il fallait payer, c'était des petits montants pour avoir accès à la bibliothèque. C'était 1 ou 2, 3 zaïrs. À l'époque, c'est l'équivalent donc de jusqu'à 3, 4, 6 dollars. J'ai fait toutes mes études universitaires grâce à cette bourse-là. Donc j'ai bénéficié de la gratuité de l'enseignement de l'école primaire jusqu'à l'université. Et je voudrais qu'on puisse répliquer ce modèle-là pour tous les enfants congolais. Mais cela demande une certaine planification. On ne peut pas se réveiller un matin et dire que voilà, donc on donne la gratuité de l'enseignement, on n'a pas prévu les ressources budgétaires, on n'a pas prévu de comment remplacer les frais que payaient les parents par les frais qui doivent être payés par l'État. Donc il fallait cette planification-là. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je pense qu'il faut qu'on intègre cela dans la planification pour la mise en œuvre réussie de la gratuité dans l'avenir. Merci, Président. Nous sommes presque à la fin. Connaissez-vous Boketu Ayambo, Je connais très bien Henri Moké? Je connais tous les trois, ce sont mes jeunes frères et je les aime beaucoup d'ailleurs. Avec toutes les vidéos qu'ils font, surtout Boketu, les Congolais. d'insulter. Bon, je n'aime pas la partie d'insulte, ça c'est évident. Quand je les vois, je leur dis ça. Je n'aime pas la partie d'insulte. Mais ce sont des compatriotes qui ont des revendications légitimes et dont nous devons tenir compte. Et d'ailleurs, j'ai pris contact et j'ai parlé avec le commandant Esso il y a 2-3 jours. Et je suis supposé lui parler encore pendant ce week-end, lui et Boketu et les autres. Je voudrais lancer une idée de pouvoir réconcilier les combattants avec le pays, avec les institutions de la République, pour que nous soyons un même peuple regardant dans la même direction. Je voudrais aussi réconcilier les combattants avec les musiciens, parce que empêcher que les musiciens chantent en Europe, je crois que nous sommes en train de nous tirer de la patte. Ces musiciens-là, ce sont des petites et moyennes entreprises qui emploient des Congolais comme des danseurs, comme des guitaristes, comme des drummers, ainsi de suite, là, les batteurs. Donc, tout cela crée de l'emploi pour les Congolais. Exactement. Alors, si on empêche qu'ils ne puissent jouer, ça veut dire qu'on crée le chômage pour les Congolais. Est-ce que c'est ça que nous voulons réaliser? Je voudrais qu'on puisse les réconcilier pour que les musiciens aient l'occasion de jouer en Europe, de gagner beaucoup d'argent, de créer des emplois pour les Congolais et de ramener cet argent au pays. Ça contribue à l'économie nationale. De l'autre côté aussi, il faut que les combattants, qu'on puisse respecter leur doléance. Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'on améliore les conditions de vie des Congolais, qu'on ne soit pas simplement un peuple qui danse et qui chante. Donc nous devons intégrer leur doléance aussi dans nos préoccupations et surtout les réconcilier avec le gouvernement de la RDC pour que à tout moment, les officiels congolais, quand ils vont en Europe, ils ne sont pas dérangés par les combattants. Je vais parler aux musiciens, je vais parler aux combattants. Je voudrais qu'on trouve un modus vivendi pour avoir une table ronde où tout le monde va se retrouver autour de la table et nous allons convenir du modus vivendi après avoir écouté les préoccupations des uns et des autres. C'est pour quand? Cette année seulement? Bon, c'est un processus évolutif. J'ai commencé ça, je ne sais pas, c'est en fonction de la disponibilité donc, de chacun de chaque groupe. On verra comment ça évolue. Mais j'ai déjà commencé ce processus-là à parler donc à chacun d'eux. Gianni, nous sommes vraiment à la fin. Dernier mot pour tous les Congolais et la diaspora aussi congolaise qui nous ont suivis. Je voudrais dire simplement bonjour à tous nos compatriotes. Nous avons un beau pays, mais nous avons beaucoup de défis. Nous devons nous unir plutôt que nous diviser. Nous ne devons pas voir toujours les choses à mal. Moi, je pense que nous devons vivre avec ce que nous avons et chercher à améliorer ce qui existe plutôt que de détruire et recommencer donc à zéro. Par conséquent, je vous salue tous. J'aurai l'occasion peut-être de faire le tour non pas simplement du pays mais également de la diaspora pour présenter le nouveau plan Marshall que nous avons conçu pour le développement du Congo. Et j'invite tout le monde à pouvoir y adhérer. De l'autre côté, je voudrais que vous ne puissiez pas lâcher prise. La loi Tchani déverrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté, c'est une réalité et une nécessité pour notre pays. Si nous n'adoptons pas cette loi, vous allez voir que ce pays un jour sera dirigé par un étranger et nous allons tous devenir des esclaves dans notre propre pays. Par conséquent, continuez à soutenir la loi. Elle sera programmée pour débat au niveau de l'Assemblée nationale. Nous voulons qu'elle devienne une réalité dans notre pays pour que ce pays-là, qu'on puisse réserver les fonctions de souveraineté exclusivement aux Congolais qui soient nés de pères et de mères congolais. Je voudrais saluer d'ailleurs un compatriote à nous que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, Jean-Marie Lessé. Il est métis, il est blanc congolais. Et on a eu une conférence donc avec lui
Il a dit qu'il a bien compris maintenant la proposition de loi que je fais. Au début, on avait présenté des fonctions aux Congolais nés de père et de mère. Et c'est pour le bien, non pas simplement pour ceux qui sont des pères et des mères, mais pour tous les Congolais, parce qu'un pays stable, où il y a des règles de jeu très claires, ne peut que donner, garantir la souveraineté comme étant un bien commun qui va bénéficier donc à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous tous, très chers internautes, de nous avoir suivis. C'en est fini pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Info 243, la référence de l'actualité.